Je dois vous parler de vos trois thèmes à l'époque de la révolution industrielle. Alors, vaste sujet, donc le plan d'attaque que j'ai utilisé, c'est de démonter quelques erreurs ou simplismes. En effet, cherchant à faire le tour de ce qui se passe aujourd'hui, des changements aujourd'hui, et à prévoir ce qui se passera, ce qui devrait se passer, ce qu'il faudrait qu'il se passe dans les 30 années à venir, il est souvent fréquent de faire un retour en arrière, un flashback, et de s'appuyer sur un argument de ce qui s'est passé dans les révolutions industrielles précédentes pour nous expliquer que, bien évidemment, dans la nouvelle révolution industrielle aujourd'hui, alors ça peut être la troisième, la quatrième, selon les auteurs, bien sûr que l'on peut savoir ce qui va se passer ensuite, puisqu'on connaît bien le passé. En général, cet argument, eh bien, il ferait mieux de s'en passer, ça ne sert à rien, pour deux raisons. La première est épistémologique et méthodologique, disons, et je ne vais pas la développer, c'est qu'il est très vain de vouloir tirer des leçons de l'histoire, c'est un peu plus compliqué que de vouloir prolonger une courbe, de croire que les processus ne changent jamais. Certains peuvent ne rester les mêmes, d'autres se modifient, et une grande difficulté que l'on peut avoir en économie, c'est de savoir effectivement comment sérier ce qu'on peut appeler constante, parce que ça ne bouge pas beaucoup, paramètres, et ce qui au contraire est variable, parce que de temps en temps, il y a des constantes qui se mettent à varier, ça change tout. Donc il y a un problème méthodologique. Ensuite, le récit qui est fait et sur lequel on s'appuie, eh bien, en général, il est totalement faux, ou en tout cas fortement à nuancer. C'est celui que vous avez peut-être appris au lycée jadis, en gros, et il s'appuie sur trois idées. Les universitaires comptent toujours par trois, je crois que ça vient de la tripartition dans les sociétés indo-européennes. Dumézil avait bien montré cela. Donc je ferai toujours trois parties et trois sous-parties. Donc trois idées sur lesquelles on peut, disons, résumer dans 25 minutes tout ce récit. C'est premièrement une sorte de cause première technologique. Un jour, il y a eu une invention, et puis ça va tout changer. Ça va tout changer dans tous les domaines. Deuxième idée qui est force, qui est toujours racontée, eh bien, il y a une cohérence technologique entre tous les éléments. Ça forme un système. Un système, c'est quelque chose où tous les éléments sont interdépendants. Et là, on s'appuie sur un récit qui était parfaitement pertinent. Tout à l'heure, j'y ai pensé dans votre discours, Anne. Il y a un matériau de base, il y a un type d'énergie de base, il y a un produit de consommation. Alors, ça a été dit par Lewis Mumford pour des sociétés anciennes. Ça a été repris par Bertrand Gilles dans les années 1950 avec le terme de système technique. Ça se retrouvera chez Thomas Hughes, un Américain qui n'avait pas lu Bertrand Gilles, mais qui réinvente la même chose 20 ans après. Et c'est l'idée donc qu'à chaque fois, il y ait des cohérences. Première industrialisation, matériaux nouveaux et fondamental, le fer, énergie, source d'énergie, le charbon, moteur, la machine à vapeur, grand produit, le textile, deuxième révolution industrielle, l'électricité, la chimie de synthèse, l'automobile, l'avion, et puis aujourd'hui, eh bien, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC, vont tout nous changer. Et troisième idée, force, qui est, eh bien, la technologie est en premier, et puis ça va tout changer dans tous les domaines. Ça change obligatoirement les organisations du travail, l'organisation des entreprises, mais aussi beaucoup de choses dans la société, dans la consommation, voire dans le système politique. Quel rapport entre industrialisation et régime politique, vaste sujet sans réponse d'ailleurs, voire dans la culture. Eh bien, ces idées sont, si ce n'est totalement fausses, en tout cas largement à nuancer, et je m'y attache dans le temps que j'ai. Première idée, la primauté du technologique. Eh bien, un jour, un inventeur génial, eh bien, c'est comme la pomme de Newton, il vient à trouver quelque chose qui va changer le monde. S'il était mort la veille, peut-être qu'on aura mis des siècles avant de trouver la même chose. Bon, eh bien, c'est parfaitement faux. C'est une fable romantique parfaitement fausse. Parfaitement fausse, car en effet, toutes les inventions qui ont une importance, bien sûr, je ne parlerai pas obligatoirement
d'inventions peut-être importantes, mais touchant, je ne sais pas, au système d'ouverture du parapluie ou des choses de ce genre. Même si, mais là je sors de mon sujet, les Japonais ont amélioré fortement l'éventail chinois et donc acquis à la fin du ce qu'on appelle nous le Moyen-Âge une primauté sur le marché de l'éventail qu'ils ont vendu en Chine. Bon, mais parenthèse que je ferme. Tout ce qui est un peu important, c'est une réponse à un problème important de l'économie et de la société du moment, à un blocage, à un dysfonctionnement. Et donc, eh bien, beaucoup de gens cherchent à résoudre ce problème parce qu'il faut bien le surmonter. Et eh bien, on finit quelquefois par trouver, pas toujours, mais quelquefois on trouve le problème parce qu'on l'a beaucoup cherché. Alors, vous allez ça vous explique un phénomène très fréquent qui est le phénomène de duplication de l'invention. C'est-à-dire que, ayant le même problème en face de soi, le même outillage mental, le même bagage intellectuel, etc., deux inventeurs trouvent la même chose exactement en même temps. Il y a des cas classiques, l'invention du marteau pilant par l'anglais Nasmyth et François Bourdon, le français du Creusot, en 1837 par exemple. Même problème, comment forger des très grandes pièces comme les arbres de transmission de navires. Eh bien, ils trouvent la même solution au même moment, quasiment au même mois. Ça donne lieu à des procès et les tribunaux sont encombrés comme cela de discussions sur des brevets parce qu'il y a des gens qui trouvent la même chose en même temps. Donc, ce n'est pas un hasard. Alors vous allez tout de suite me dire, ah oui, mais il y a la sérapidité. On en parle beaucoup et nous en parlerons demain. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses trouvées par hasard, ou alors on cherche quelque chose, mais on trouve autre chose qui est très utile. Il y a des exemples d'une certaine façon, mais finalement, je ne vais pas en discuter parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'invention, c'est l'innovation. Je précise mon vocabulaire parce que chez les économistes, historiens et économistes, innovation, on le prend au sens de Schumpeter, c'est-à-dire c'est l'application d'une invention, ça peut être de la technique, ça peut être de l'organisation ou autre, à une échelle suffisamment large pour que ça modifie l'économie globale, que ça change quelque chose. Ça me fait penser au paradoxe de Solow, qui est bien connu. Solow, c'est un économiste américain qui a eu le prix Nobel d'ailleurs, ou le prix de la Banque de Suède, qui n'a pas de Nobel d'économie. Et il disait dans les années 1980, je vois des ordinateurs, tout le monde me parle d'ordinateurs, mais il n'y a qu'un endroit où on ne voit pas d'ordinateur, c'est dans les statistiques de la productivité. Car effectivement, on l'appliquera dans les services, ça ne changera vraiment les choses. Dans la banque, par exemple, ça ne changera les choses que dans les années 90 et 2000. Mais il a fallu un temps assez long pour qu'une invention devienne innovation. Or, ce qui m'intéresse, quand on fait de l'analyse économique, c'est l'innovation, bien sûr. Alors, l'innovation, elle est donc la réponse à un blocage. Et on va s'interroger sur la genèse de l'innovation. Premier point. Eh bien, je prends un exemple pour que ce soit plus parlant. Ces foutues machines textiles dont on nous parle toujours, qui sont bien simples, hein, c'est du bricolage, c'est pas bien compliqué. Et je rappelle que les Chinois au XIIIe siècle avaient fabriqué des machines de filature pour filer, non pas la soie, mais la ramie, c'est une sorte d'ortie qui sert à fabriquer des couvertures, par exemple, hydraulique, avec plusieurs broches et hydraulique. C'est en gros ce que Arkwright inventera dans un brevet des années 1780. Bon. Eh bien, pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'un jour, il y a un artisan qui a eu l'idée de se dire, eh bien, au lieu de passer la navette comme ça avec les deux mains, on va faire un système de rappel pour qu'elle passe toute seule. Donc, évidemment, ça multiplie la vitesse par deux. C'est pas ça. C'est parce que on est dans un moment de... Alors pourquoi au XVIIIe siècle? Pourquoi en Grande-Bretagne? Alors que c'est bien simple. On est dans un moment de mondialisation des marchés. Et donc sur le marché des tissus, qui est désormais un grand produit en concurrence sur le marché mondial. Il y a les tisserands indiens, il y a les Anglais, il y a, je dis les Anglais parce qu'il y a aussi les Irlandais, et puis il y a les Européens continentaux.
Les technologies sont à peu près les mêmes, donc quelle est la différence de prix? C'est le salaire, c'est le prix du travail. Or, les salaires indiens sont beaucoup plus faibles, les salaires continentaux sont beaucoup plus faibles, l'irlandais aussi, les salaires anglais sont beaucoup plus élevés. Donc, les Anglais perdent des parts de marché, la seule solution, c'est pas de chercher à presser sur les salaires, toujours mauvaise solution, mais c'est de mécaniser. Eh bien, ils cherchent la solution, ils y arrivent. Pourquoi ne l'a-t-on pas utilisé ailleurs? Parce que ce n'était pas utile, parce que les tisserands allemands, par exemple, gagnaient des parts de marché, donc ils n'avaient pas besoin de mécaniser. Donc on voit bien, alors pourquoi cette hausse des salaires? Et pourquoi l'Angleterre en premier? Parce que c'est le pays le plus développé. Les pays les plus développés ont toujours des salaires plus élevés. Je pourrais vous démontrer ça, mais ça prendrait un quart d'heure, donc je passe. Et parce que, en fait, tout ne change pas le jour où il y a eu des machines. On est donc dans quelque chose de beaucoup plus important, qui est un mouvement de croissance économique, attesté à partir de la fin du XVIIe siècle, qui s'est fait selon les méthodes anciennes, extensives en travail, et puis à un moment, la main-d'œuvre a commencé un peu à manquer, à force d'étendre le travail, donc les salaires ont monté. Et donc là, il a fallu trouver une solution. Et j'ai une preuve supplémentaire, le moment où on mécanise à outrance en Angleterre, c'est entre la fin des années 1790 et 1815, c'est au moment des guerres napoléoniennes, ce qu'on appelle les French Wars en Angleterre, où la conscription enlève des bras au marché du travail, où donc les salaires montent fortement. Il y a une corrélation absolument évidente. Et puis, je rajoute un tout petit exemple, excusez-moi si je prends 3 minutes de plus, mais pour apporter ma pierre à l'histoire du pot-au-feu quand même, qui est importante. Eh bien, l'histoire de la fonte au coq, qui va permettre de produire de la fonte moins chère, en beaucoup plus grande quantité, alors qu'on la faisait au charbon de bois auparavant. L'invention dite importante, c'est Abraham Darby, vers 1710, forge de Coalbrookdale, c'est un sanctuaire pour les Anglais qu'on peut visiter, le musée de Coalbrookdale, et donc il va remplacer le charbon de bois par du coke. Coke, ce qui est d'ailleurs pas... Il n'y a jamais d'invention fondamentale, on ne fait jamais qu'emprunter latéralement, et bon. Et le coke, on l'utilisait dans la bière, dans la malterie, pour pouvoir brûler l'orge afin de faire du malt. Donc il a cette idée, et ça marche bien, il va gagner de l'argent. Mais les maîtres de forge, ils ne vont pas se mettre là-dessus avant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et même 1770-80. Alors pourquoi? Est-ce du conservatisme? Pas du tout. Ils sont parfaitement rationnels. Ils sont parfaitement rationnels. La fonte de Darby, elle est de mauvaise qualité pour eux. Elle coûte plus cher. Donc quel est l'intérêt de changer son matériel pour produire plus cher de la mauvaise qualité avec tous les risques que ça implique? Car malgré ce que Schumpeter et quelques autres ont pu dire, l'entrepreneur abhorre le risque. Il n'aime pas le risque, ce n'est pas sa fonction, il cherche tout pour éviter le risque. Il changera de solution, de technologie, si véritablement il y est obligé, s'il y a un gain très important entre les deux. Eh bien, pourquoi c'est de mauvaise qualité et pourquoi Darby réussit? Eh bien, parce qu'il fait des cocottes, et il les fait tout. Or, il faut une fonte très liquide, il fait une fonte très liquide qui permet de faire des parois beaucoup plus minces, et donc du matériel de cuisine qui va pouvoir vendre beaucoup moins cher parce qu'il y a moins de métal dedans. Or, cette fonte trop liquide, elle ne convient pas pour la plupart des travaux de fonderie. Et les maîtres de forge, ils se mettent à la nouvelle technique, ils s'y intéressent quand les salaires ont beaucoup monté. Or, le prix du charbon de bois, ce n'est pas le prix du bois, c'est du mauvais bois qui ne vaut rien, c'est le prix des charbonniers, donc du salaire du travail. C'est uniquement du prix du travail. Or, la hausse des salaires, ça fait beaucoup monter le prix du charbon de bois, alors que le prix de la houille reste constant, voire a tendance à baisser, parce qu'il y a des économies d'échelle. Donc, quand ça se creuse, ils se disent, le procédé, il est mauvais, mais on va peut-être essayer de l'améliorer, parce que vraiment, ça vaut le coup maintenant. Vous voyez donc qu'il peut y avoir un délai très important entre l'invention et l'innovation,
c'est-à-dire entre le moment où on a conçu la chose et le moment où ça prend une importance économique. Et très souvent, on observe ce délai très grand. Puisque vous voyez que l'invention a une genèse, alors vous allez me dire, mais ça, je ne développerai pas cette porte ouverte parce qu'il faudrait un autre quart d'heure. Vous dites que ce n'est pas ce qui est en premier, mais qu'est-ce qui est en premier? Eh bien, si je vous dis n'importe quel autre facteur, vous me direz, oui, mais avant, comment vous l'expliquez? Eh bien, l'explication, elle est que c'est un système interdépendant, et il y a un moment, le jeu des interdépendances font que le système est mis en instabilité et puis est contraint d'évoluer d'une certaine façon. Il n'y a pas de cause première, ça n'existe pas, sinon on se retrouve devant le dilemme de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui a existé en premier? Est-ce l'œuf ou est-ce la poule? Problème sans solution, bien évidemment. Si l'invention est quelque chose qui est produit, et l'innovation surtout quelque chose qui est produit, comment peut-on l'expliquer? Eh bien, comment peut-on l'expliquer? Et surtout, on voit bien que ça s'organise une production. Donc, quels ont été les systèmes de production de l'innovation qu'il y a eu dans l'histoire? Eh bien, on repère en général 3 jalons dans la période que je connais. Avant le milieu du XIXe siècle, on ne sait pas formaliser les principaux problèmes techniques avec la science. Pourquoi? Parce que même s'ils sont simples, les matières premières sont végétales, sont minérales, donc sont toutes différentes. Une houille n'est pas la même chose que la houille de la mine d'à côté. Un fil de coton n'est pas le même que celui d'une autre variété. La machine qui fonctionne avec du coton Géorgie d'Amérique ne marchera pas avec du coton jumelle d'Égypte. Il faudra l'adapter, la régler, etc. Donc, tant qu'on ne sait pas analyser tout cela, eh bien, on ne peut pas formaliser. La machine à vapeur, ça marche, mais pourquoi? On ne sait pas avant les lois de Carnot, qui datent des années 1830. Les températures, hautes températures, on ne sait pas les mesurer. La fonte, quand est-ce qu'on passe à la coulée? Eh bien, à l'œil, quand on a beaucoup de savoir-faire, à la luminescence, on peut savoir que c'est la bonne température, mais on ne sait pas la mesurer. Donc, tant qu'il n'y a pas de formalisation, on ne peut pas faire un métier d'ingénieur. Effectivement, le métier d'ingénieur, il naît au milieu du 19e. La Société des ingénieurs civils de France est fondée en 1848. À partir de ce moment-là, on peut effectivement formaliser, rationaliser et donc organiser l'invention. Et il existe des cabinets d'ingénierie qui vont essayer de travailler sur un problème, puis après, essayer de revendre le brevet ou de s'associer à des capitalistes ou à des entreprises pour le mettre en œuvre. Donc des start-up, ça existe à partir du milieu du 19e siècle. Deuxième jalon, année 1880, apparition des laboratoires d'entreprises dans les grandes entreprises de la chimie allemande. Des laboratoires sous la direction d'un chimiste de renom, payé très cher, qui va non seulement travailler sur les petits problèmes précis de l'entreprise qu'il faut résoudre absolument, mais fait de la recherche beaucoup plus fondamentale en relation avec les universités, en se disant que si on trouve quelque chose, eh bien, ça aura toujours une utilité. Et par exemple, ils vont décliner à partir des premiers produits de teinture synthétique comme la movéine, brevet de 1857 par Perkin, l'anglais Perkin. Ils vont décliner tous les colorants quasiment sur le papier en regardant tous les produits, toutes les molécules qu'on peut développer à partir de ça. Et puis ils vont développer tout un ensemble de matières plastiques pareillement. Troisième jalon, la recherche d'État. Eh bien, je crois que c'est 1904, mais vous m'excuserez si je me trompe un ou 2 ans près, la fondation du Kaiser Wilhelm Institut à Berlin, un organisme public de recherche qui travaille avec tous ces laboratoires pour développer un certain nombre de problèmes, par exemple la synthèse de l'ammoniac. Et dans la foulée, la guerre de 14, et là apparaît
un complexe militaro-industriel, je prends le terme de Galbraith, qu'il a appliqué aux États-Unis en 1960, c'est-à-dire une convergence pour le but militaire des scientifiques et des militaires, et je parlais de la synthèse de l'ammoniac, ça permet les gaz asphyxiants, bien sûr, avant d'avoir d'autres utilisations. Alors, dans ces différents points, organisation, qu'est-ce qui est le plus rentable? Il y a un problème assez classique de se dire, la recherche et développement qui apparaît dans les années 80, quelle est sa rentabilité? On ne s'est pas posé le problème à la fin des années 70, 1970, où on pensait que plus c'était gros, plus ça coûtait cher, plus c'était productif. Et puis dans les années 70, on s'est aperçu que les grandes entreprises étaient dans le rouge, alors qu'il y avait beaucoup de PME innovantes. Alors qu'auparavant, PME, ça voulait dire archaïque, familial, immobile. Donc, on a largement nuancé, et les études, en fait, tranchent difficilement. Ce qu'on dit souvent, c'est que dans les grandes entreprises, on fait plutôt de l'innovation qui développe ce qui est antérieur sur des rails, et dans les PME, on peut faire des innovations plus radicales, des choses vraiment qui changent beaucoup plus. Il me reste encore 5 minutes pour mes deux derniers points. Deuxième point, le problème de la cohérence. On dit dans la notion de système technique, eh bien, pour faire une machine à vapeur, il faut avoir du métal de bonne qualité. Il faut donc une sidérurgie moderne. Ça va permettre de révolutionner l'industrie, ça va changer l'organisation du travail. Tous les éléments sont interdépendants. Le problème, c'est que ça ne marche pas. D'abord, ils ne sont pas synchrones, tous les éléments. Je prends la première industrialisation, mécanisation du textile, 1780-1820. Chemin de fer, construction des grands réseaux, 1840, dans les pays les plus occidentaux, 1840-1870. Généralisation de la machine à vapeur comme moteur, fin 19e siècle, pas avant, même en Grande-Bretagne, à un moment où l'économie britannique ralentit. C'est un paradoxe apparent, assez amusant. Et puis je vous rappelle, qu'en France, aux États-Unis, l'industrialisation ne s'est pas faite avec la machine à vapeur, mais avec le moteur hydraulique, le moulin à eau. Le vieux moulin à eau, bien que très perfectionné. Donc vous voyez bien que ces sociétés sont différentes. Pourquoi l'hydraulique ou la machine à vapeur? Eh bien, c'est les conditions économico-sociales. Le charbon est très cher en France. Et puis les qualités ne sont pas celles qui conviennent. Il n'est pas coquillifiable souvent. Il est très bon marché en Angleterre. Donc la machine à vapeur, ça coûte beaucoup plus cher en France que le moulin à eau, surtout s'il existe déjà. Le moulin à eau, c'est un très gros investissement d'infrastructure, construire des biefs, etc. Ça coûte très peu en entretien. C'est le contraire de la machine à vapeur. Bon. Et vous voyez donc que les problèmes qu'on cherche ne sont pas les mêmes selon les pays, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt de mécaniser quand les salaires sont faibles. Pour un économiste, en fait, le bulldozer, ce n'est pas une meilleure solution que la pelle et la pioche pour construire une route. Tout est question du coût de l'un et de l'autre et des coûts comparatifs. Et un exemple plus amusant, vous voyez qu'au XIXe siècle, où le charbon est cher en France, les ingénieurs travaillent sur l'économie d'énergie, sur la récupération des gaz de hauts fourneaux, sur l'économie de l'énergie, la récupération de la chaleur dans les machines à vapeur ou les locomotives, ce qui n'intéresse aucunement les Anglais. Donc on ne développe pas les mêmes choses et les travaux des hydrauliciens français, ils tomberont à point nommé lorsqu'arrivera le problème de l'hydroélectricité. Ils auront les instruments pour les turbines et pour les turbines à vapeur qui équipent les bateaux à partir de 1900 en gros. Donc, vous voyez que ça ne marche pas. Mais il y a quand même des idées intéressantes, et j'en trouverai 3, évidemment, à retirer dans cette histoire, de cette histoire de système. Première idée. Un système, on est d'accord, Lévi-Strauss avait écrit des choses tout à fait intéressantes là-dessus pour dire ce que c'est qu'un système. C'est quelque chose où tous les éléments sont interdépendants et en général qui a quand même une tête.
Eh bien, si tout était parfaitement indéterminant et en équilibre, ça ne bougerait pas. L'équilibre, c'est l'immobilisme, c'est la mort. Donc, par définition, l'idée même d'un équilibre dans lequel il y aurait un système technique qui arriverait à son apogée, tout serait en équilibre, ce serait merveilleux, et puis on arriverait à saturation, après il y aurait 30 ans de mauvaises années, hein, c'est comme les vaches grasses et les vaches maigres, mais ça s'appelle, quand on est plus savant, des Kondratiev, des périodes longues de croissance plus forte ou de ralentissement, et puis pendant ce temps-là, on cherche du nouveau, et puis on les trouve, et on a un nouveau système qui se met en place. Bon, ça ne marche pas comme ça, c'est un peu primaire, car s'il y avait équilibre, ça ne bougerait plus. Si ça bouge, c'est qu'il y a instabilité. Et donc, finalement, à chaque moment, on voit toujours des processus de structuration, déstructuration, dysfonctionnement. Et on les résout au fur et à mesure, et les choses sont très mouvantes. Je prends juste un exemple rapidement. Le chemin de fer, toute nouvelle technologie, pose beaucoup de nouveaux problèmes qu'il faut résoudre. Le chemin de fer, l'accident de chemin de fer, dysfonctionnement majeur, il s'explique par des rails en fer qui se tordent, des roues en fonte qui cassent, une mauvaise coordination. Bonne coordination, ça veut dire une unicité de l'heure sur tout le réseau national puis international, ça veut dire une signalisation électrique, ça veut dire aussi une organisation du travail avec des cols blancs qui travaillent à cette coordination des flux. L'historien américain Chandler a fait un très gros livre sur le problème de la coordination des flux comme moteur des grandes entreprises américaines. Eh bien, les solutions, elles sont dans remplacer le fer par l'acier, qui a toutes les qualités, faire de la signalisation électrique, et l'unicité de l'heure à la minute près qu'on n'avait pas avant en France, eh bien, il faut de l'électricité pour pouvoir avoir une unicité de l'heure pareillement. Et l'électricité, elle va aussi avoir une autre utilisation. La première utilisation dans l'éclairage à Paris, c'est à la gare du Nord pour pouvoir permettre le travail de nuit. Vous voyez donc que l'augmentation, l'intensification du travail recourt aussi à des nouvelles techniques. Bon, vous voyez donc comment ça marche, et il en découle les technologies qu'on dit, le chemin de fer, pour fonctionner bien, il lui faut les technologies de la deuxième industrialisation. Donc, tout se mélange, vous voyez, c'est pas si simple. Et, juste une minute, encore 2-3 minutes. Dernier problème sur la coordination que je voudrais expliquer, c'est qu'il y a un culte, mais ça c'est l'obsession des historiens pour trouver des précurseurs, comme si ça avait un intérêt. Il y a une obsession pour des dates précises. 1785, le brevet de Watt, tout le monde connaît ça. C'est fondamental. Mais en fait, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que toute nouvelle technologie pose de nouveaux problèmes, et pour qu'elle marche bien, il y a un très grand nombre de problèmes secondaires qui doivent bien fonctionner. Et ça, c'est très long à mettre au point. C'est une des raisons aussi du délai entre invention et innovation, c'est qu'il faut trouver plein de choses pour que ça marche bien. Et là, je rappelle ce que les économistes appellent la théorie du O-ring, cette histoire de la fusée spatiale qui a explosé parce qu'il y avait un malheureux joint torique qui devait valoir quelques cents, qui était mauvais. Eh bien, il faut que tout soit bon dans la technologie de la fusée, même les petits joints qui paraissent insignifiants. Voilà. Donc, c'est le problème de la cohérence. Et dernier point en 3 mots, non, un dernier, je n'ai pas terminé, mon troisième point est plus important. Dans un système technique, il y a une chose importante, mais qui n'est pas toujours mise en avant, c'est qu'il faut un grand produit de consommation. Le textile, l'automobile, c'est-à-dire qui est très lié à toute l'économie, qui est très massif, qui a une grosse contribution au PNB, et qui met très longtemps avant d'arriver en fin de cycle de vie à saturation. J'ai un contre-exemple. Le secteur le plus moderne qui a développé le capitalisme en Angleterre au XVIIe siècle, c'est la brasserie, la bière. Gros problème de coordination pour livrer tous les pubs en temps, sans rupture de stock. Gros problème financier et de gestion financière, car ça présente des capitaux considérables. Mais ce n'est pas un produit assez vital finalement, et Barclay, la bande Barclays, ce sont les brasseurs. C'est eux qui ont développé la banque. Mais ce n'est pas assez vital, vous le voyez, pour que ça ait une importance. Et là, on peut s'interroger justement sur les produits des NTIC et de voir que
On retombe pour le portable, l'iPad et tout ça, on arrive déjà à saturation quasiment. Donc la durée a été très faible, la durée du cycle a été très faible. Enfin, un mot pour le dernier point, le rapport à l'organisation du travail, je simplifie. Eh bien, on dit souvent, s'il y a la machine à vapeur, la mécanisation, il faut l'usine. On ne peut plus travailler en chambre. Ouais, mais 3 phrases juste pour dire que c'est faux. Premièrement, pendant tout le 19e siècle, la forme modale la plus courante d'organisation, c'est l'atelier, ce n'est pas la grande usine. Deuxièmement, la concentration du travail existe bien avant cette époque-là. Dans l'indiennerie, et même bien avant, au XVIe, XVIIe siècle, il y a des grandes entreprises concentrées. À Jouy-en-Josas, 1000 ouvriers au début des années 1800. Très peu de division du travail, très peu de métiers, aucune logique technique de concentration. Pourquoi la concentration? Surveiller la main-d'œuvre. Contrôler la main-d'œuvre, c'est une obsession depuis le XVIIe siècle. Michel Foucault a écrit des belles choses sur le contrôle, le panoptique, le contrôle. Contrôler la qualité du produit et garder le secret industriel, ça c'est très important, car si un ouvrier part avec un motif du tissu et va le porter chez un concurrent, il va fabriquer le même tissu très rapidement et il va casser l'effet de mode. Donc il y a des logiques et fondamentalement, c'est le contrôle de la main-d'œuvre. Les organisations scientifiques du travail, vous connaissez le taylorisme, il y a des variantes nationales là encore. En France, c'est le fayolisme. C'est trouver le contrôler parfaitement la main-d'œuvre, qui est une obsession des ingénieurs pendant tout le XIXe siècle. Ils travaillent là-dessus, et c'est dans la lignée finalement de l'homme-machine de Descartes. Les ingénieurs, ils disent, il y a des belles pages de Nasmith là-dessus, ils disent la machine c'est beaucoup mieux que l'homme, parce que la machine elle ne se trompe pas, elle ne boit pas, elle n'a pas d'erreur, donc il faut transformer l'homme en machine. La machine, elle parcellise, on va parcelliser l'homme. Et je rappelle que pour Fayol, l'organisation modèle qu'il faut imiter, c'est l'armée. Parce que c'est un système d'obéissance parfaite, de contrôle parfait de la main-d'œuvre. Donc ça explique peut-être aussi que le télétravail, ça ne se diffuse pas tellement, parce que malgré ce que les sociologues ont pu dire sur les nouveautés dans un nouvel esprit du capitalisme, je pense à Boltanski qui appelle l'eau, le contrôle du travail, ça existe toujours. Donc voilà quelques réflexions rapides pour vous dire que, eh bien, je crois que pour qu'il y ait des choses vraiment nouvelles, il faut qu'il y ait un nouveau produit qui mette très longtemps à se diffuser, qui implique toutes les branches de l'économie, et puis que l'innovation, elle ne naît pas au hasard, elle est fonction finalement des spécificités de chaque société dans laquelle elle fonctionne. Et si nous avons cru au XIXe siècle que l'Angleterre, tout le monde allait se transformer en Angleterre, Marx a écrit ça, mais il s'est trompé. Au XXe siècle, nous ne nous sommes pas transformés aux États-Unis. 20 ans après, nous ne sommes pas les États-Unis de 20 ans avant. Chacun a ses spécificités.